pour tous les coureurs, toutes les coureuses, je pense qu'on a tous et tous connu ce moment. Lequel? Ben, soit cette blessure-là un peu agaçante qui revient tout le temps, Toujours la même. soit ce sentiment de stagner, de frapper un mur, de ne plus progresser du tout. Et on a ce réflexe de se dire, il faut juste courir plus. C'est ça. Toujours plus. Mais si la véritable clé, en fait, c'était de courir mieux. C'est une excellente question. Pour explorer cette idée aujourd'hui, on va un peu mettre de côté les magazines, les conseils sur les forums. Notre source est bien plus pointue. Ah oui. Oui, c'est un guide professionnel qui est destiné aux cliniciens, aux pros de la santé. Ça s'appelle A Guide to Treadmill Running Analysis. C'est un peu comme regarder par-dessus l'épaule des experts pour comprendre ce que notre course révèle vraiment. Et l'objectif, là, il est vraiment crucial. Il ne s'agit pas du tout de partir à la recherche d'une sorte de foulée parfaite. Ça, c'est un mythe Qui n'existe pas. qui n'existe pas. Le but, c'est de devenir une sorte de détective de sa propre course, de comprendre la stratégie unique que notre corps a mise en place. C'est une vraie fenêtre sur la manière dont on gère l'impact, la propulsion, kilomètre après kilomètre. D'accord? Et pour nous guider dans cette enquête, le guide propose un cadre d'analyse qui m'a l'air simple mais puissant. Il est résumé par une expression, les 7 S. Exactement, une sorte de liste de contrôle pour décortiquer toute la mécanique de la course. Alors, avant de plonger dans ces 7 S, il y a une question qu'il faut régler, je pense. L'analyse se fait sur tapis. Est-ce que courir sur un tapis, c'est vraiment comme courir dehors? C'est la question à 1 million. La réponse c'est comparable, mais ce n'est pas identique. Hmm. Et la différence la plus importante, et la plus surprenante, elle ne se trouve pas là où on l'attend. Elle concerne le tendon d'Achille. Ah bon? Oui, la recherche qui est citée dans le guide, elle montre que la course sur tapis augmente la force maximale et le taux de charge sur ce tendon de 12 à 15%. Attendez, 12 à 15%, mais c'est pas anodin du tout. C'est énorme. Ça veut dire que pour quelqu'un qui a une sensibilité au tendon d'Achille, s'entraîner surtout sur tapis pourrait en fait aggraver le problème. C'est exactement la conclusion pratique. Ce n'est pas un jugement sur le tapis, mais c'est une information cruciale pour adapter son entraînement. Si le tendon d'Achille est un point faible, il faut être conscient de cette charge en plus. D'accord. En revanche, et c'est là que c'est nuancé, le stress sur l'articulation du genou, elle, ne change pas de manière significative. Donc c'est un jeu de compromis. Mais ça semble très technique. Est-ce qu'il faut un labo avec des capteurs partout ou c'est accessible? Et c'est ça qui est bien avec l'approche du guide. Il insiste sur le fait qu'on n'a pas besoin d'un équipement de pointe. Un simple smartphone, bien placé, qui filme en 2D, c'est déjà un outil d'évaluation valide et fiable. Vraiment? Oui, ça peut déjà fournir 80% des infos utiles. La technologie a vraiment démocratisé l'analyse biomécanique. Bon, ça, c'est une excellente nouvelle. Alors allons-y, plongeons dans cette fameuse méthode des 7 S. Le guide commence par le contact au sol. Le premier S, c'est l'attaque du pied, strike, et le deuxième, le son, sound. Parfait. Pour l'attaque, le strike, il y a 3 grandes familles. L'attaque talon, qui est de loin la plus courante. Ah oui. Oui, on parle de presque 90% des coureurs amateurs, et même une majorité des coureurs d'élite en marathon. Ah, je pensais pas. Ensuite, il y a l'attaque médio-pied et l'attaque avant-pied. Et la première chose que le guide fait, c'est de démystifier l'idée qu'un type est meilleur qu'un autre. Pourtant, on entend partout que l'attaque avant-pied est plus naturelle et que l'attaque talon est mauvaise. Le guide remet ça en question. Complètement. Il suggère de ne pas penser en termes de bon ou mauvais, mais plutôt en termes de répartition de la charge. D'accord, c'est plus pragmatique. Voilà. Une attaque talon va plus solliciter le genou. À l'inverse, une attaque avant-pied met plus de contraintes sur le mollet et, bien sûr, le tendon d'Achille. Le choix déplace simplement les forces. Je vois, on choisit un peu son poison en fonction de ses faiblesses. Et le son de l'impact, le deuxième S, c'est une conséquence de ça. Exactement. Le son, c'est le retour audio immédiat de nos forces d'impact. C'est un indicateur qualitatif incroyablement puissant. Un coureur bruyant, qui tape lourdement. C'est souvent un coureur qui subit des forces de réaction au sol très élevées. Et là, le guide cite une étude fascinante. Des chercheurs ont pris des coureurs et leur ont donné une seule consigne. Courez plus silencieusement. Juste ça. Pas d'instruction technique sur l'angle du pied ou quoi que ce soit. Juste ça. Et les résultats sont stupéfiants. Le simple fait de se concentrer là-dessus a entraîné une réduction significative et immédiate des pics d'impact. Le corps, intuitivement, trouve la solution pour faire moins de bruit. Attendez,
Ça me paraît presque trop simple pour être vrai. Juste en faisant moins de bruit, on pourrait réduire les risques de blessures? C'est encore plus fort que ça. Une autre étude, qui a suivi des coureurs sur 1 an, a montré qu'un programme de réentraînement basé sur ce feedback auditif a réduit de 62% l'occurrence des blessures. 62%? C'est absolument dingue. C'est un outil simple, gratuit et d'une puissance remarquable. Totalement. Et en courant plus silencieusement, j'imagine qu'on fait des pas un peu plus courts. Ce qui m'amène au troisième S, la cadence step rate. On se rapproche de ce fameux 180 pas par minute, transition parfaite. Et là encore, il faut démystifier ce chiffre. Le fameux 180 pas par minute, ce n'est pas une règle d'or. Ah non. Non, c'était une observation faite par le coach Jack Daniels sur des coureurs d'élite au JO de 1984. C'est une moyenne sur les meilleurs du monde à une vitesse très élevée. Ce n'est pas un objectif pour tout le monde. D'accord, on oublie le 180. Quelle est l'information vraiment utile sur la cadence alors? La vraie pépite du guide, c'est ce qu'il appelle la règle du 5-20 pour le genou. C'est un concept hyper puissant en rééducation. La règle du 5-20? Oui, une augmentation de la cadence de seulement 5% en gardant la même vitesse peut réduire l'absorption des chocs au niveau du genou jusqu'à 20%. Ok. Concrètement, si ma cadence est de 160 pas par minute, il suffirait de viser 168, soit 5% de plus, et mes genoux subiraient 20% de stress en moins. C'est ça. Comment un si petit changement peut avoir un effet aussi énorme? Le mécanisme clé, c'est qu'on réduit l'overstriding, le fait d'aller chercher le sol loin devant soi. En augmentant la cadence, on fait des pas plus courts, le pied atterrit plus près de notre centre de gravité et ça diminue drastiquement les forces de freinage. Une petite modification, un bénéfice énorme. Je comprends. Et pour la vitesse, speed, le quatrième S, quel est le lien? On pourrait penser que courir moins vite, c'est toujours mieux. Et ce serait une erreur, c'est contre-intuitif. Le guide montre que courir plus lentement peut en fait augmenter la charge cumulative sur une articulation, comme le genou, pour une distance donnée. Comment ça? La logique est simple. Pour couvrir 1 kilomètre, si on va plus lentement, on va faire beaucoup plus de pas. Chaque pas a un impact un peu plus faible, mais la somme de tous ces impacts, eh bien, elle peut être plus élevée. Ah oui, je vois. C'est le nombre total de chocs qui compte. Donc une analyse de course doit être faite à différentes allures en fait. Exactement. L'analyse à une seule vitesse ne raconte qu'une partie de l'histoire. Excellent point. On a vu l'impact, le rythme, mais l'interface avec le sol, ce sont nos chaussures, le cinquième S. Un sujet qui déchaîne les passions, un vrai champ de mine, marketing. Le guide retrace bien l'évolution, les chaussures rigides à contrôle de pronation, puis la vague minimaliste, et aujourd'hui les chaussures maximalistes avec des semelles énormes. On voit que ça. Mais si on distille l'essentiel, il y a 2 points clés. Le premier est d'une simplicité désarmante, le confort est le critère numéro 1. Le guide parle d'un filtre de confort. Notre corps sait intuitivement ce qui lui convient. Il faudrait donc faire plus confiance à ses sensations qu'aux arguments techniques. C'est exactement ça. Si une chaussure est confortable, elle est probablement bien adaptée. Et le deuxième point, c'est une stratégie de protection fascinante. Utiliser en parallèle différents modèles de chaussures réduit le risque de blessure. C'est complètement contre-intuitif. On nous vend la chaussure parfaite et le secret, ce serait d'en avoir plusieurs. On peut voir ça comme ça, Willy. En alternant les chaussures, une plus amortie, une plus légère, on varie les contraintes appliquées au corps. On évite de surcharger toujours les mêmes tissus de la même manière. On revient à cette idée de variabilité. C'est très malin. Alors, on a nos chaussures, mais que se passe-t-il quand le terrain change? Ça nous amène à la pente, le 6e S. Et ça change énormément de choses. La course en montée et en descente, ce sont des exigences biomécaniques radicalement différentes. D'accord. La course en descente, par exemple, augmente considérablement le choc tibial. C'est donc à éviter si on est sujet au périostite. Et, à l'inverse, la montée CU. La montée, le choc tibial diminue, mais la charge sur les mollets et le tendon d'Achille, elle, augmente de façon spectaculaire. C'est très pratique, hein, on peut concevoir ces parcours pour protéger une zone faible ou en renforcer une autre, juste en jouant avec le dénivelé. On a donc couvert tout ce qui se passe du sol aux hanches. Il nous reste le dernier S, le balancement, swing, des bras et des jambes. On a tendance à l'oublier un peu celui-là. Et on aurait tort. Le mouvement des bras n'est pas du tout anodin.
Son rôle principal est de contrebalancer la rotation des jambes pour maintenir le tronc stable. Ça améliore l'équilibre et ça peut réduire le coût énergétique de la course jusqu'à 8%. 8%, ce n'est pas rien. Et un mauvais balancement peut être le symptôme d'autre chose. Absolument. Un balancement très large ou très asymétrique peut parfois être le signe d'un manque de contrôle au niveau des hanches. Le corps essaye de compenser. Je vois. Et pour les jambes, le guide précise une chose importante. La flexion du genou, ce fameux talon-fesse, c'est une conséquence naturelle de l'augmentation de la vitesse. Il ne faut pas essayer de forcer ça à faible allure. Voilà qui conclut notre tour des 7 S. C'est incroyablement riche. Si je résume, l'analyse de course, ce n'est pas la quête de la forme parfaite. Non, c'est un outil de compréhension. Voilà, pour comprendre sa propre stratégie. Et ce qui est frappant, c'est que des ajustements qui semblent minimes, comme courir plus silencieusement ou augmenter sa cadence de 5%, peuvent avoir des effets profonds. Absolument. Et si on connecte tous ces points, ça nous ramène à notre idée du début et ça soulève une dernière question, une pensée pour la réflexion. Je vous écoute. Le guide nous a montré comment analyser et corriger des variables. Mais plutôt que de se focaliser sur la correction obsessionnelle d'une seule chose, comme l'attaque du pied, et si la stratégie la plus efficace, sur le long terme, c'était d'introduire consciemment plus de variabilité dans son entraînement. Développer cette idée. C'est le contraire de chercher la foulée parfaite et de la répéter à l'infini. Exactement. C'est l'anti-perfection. C'est courir sur différentes surfaces, routes, sentiers, herbes. C'est courir à différentes vitesses, des footings lents, des sprints. C'est courir avec différentes chaussures, comme on l'a dit. Mhm. Le corps humain est incroyablement adaptable. L'ennemi, finalement, ce n'est peut-être pas une mauvaise foulée, mais une foulée qui est toujours la même, créant un stress répétitif sur les mêmes tissus, encore et encore. La variabilité plutôt que la perfection pourrait bien être la vraie clé de la résilience.